Ça doit démarrer. Donc, je vous renouvelle, bonjour à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Donc bienvenue à ce webinaire, intitulé donc Véhicule to Grid, où on traitera à la fois de prérequis et de cas d'usage de cette technologie, et en présentant à travers 4 présentations de projets, pionniers. Donc je voulais juste vous faire, rapidement, une brève introduction sur le contexte de ce webinaire. Alors j'entends un écho, je ne sais pas si vous l'entendez vous aussi? J'espère pas. Moi, n'hésitez pas, hein, à dire, sur le chat aussi s'il y a des problèmes de connexion. Euh, donc, le contexte du webinaire, donc nous sommes 4 pôles de compétitivité qui se sont rassemblés, et notamment dans le cadre de la Smart Energy Alliance. Donc, la Smart Energy Alliance, c'est même 12 pôles de compétitivité qui interviennent à la fois dans l'accompagnement de l'innovation et des développements des entreprises sur 3 thématiques particulières: la transition énergétique, la mobilité et le numérique. Donc là, vous avez à droite l'ensemble des pôles concernés. Donc nous, là, les 4 pôles qui se sont rassemblés, donc il s'agit du pôle Derby, donc représenté par Guilhem parmi nous, qui est dédié à la transition énergétique en région Occitanie. Le pôle Médé, donc pôle dédié au système électrique, représenté par Laetitia, basé à Lille. Le pôle Next Move, dédié à la mobilité, donc basé en Normandie et Île-de-France. Donc, il doit y avoir Geoffroy aussi qui est connecté, qui s'occupera des questions, de vos questions dans le chat. Et donc, moi-même, donc Lucie Chapaz, je suis ingénieure projet chez Cap Énergie, pôle de compétitivité, transition énergétique en région PACA. On intervient également sur d'autres territoires, dont la Corse, certains territoires insulaires comme la Guadeloupe, la Réunion et la Principauté de Monaco. Voilà, pourquoi ce regroupement de pôles? C'est un peu la dynamique de la Smart Energy Alliance, c'est de proposer des actions communes, notamment des actions vers l'Europe, essayer d'amplifier l'accès aux programmes européens via du lobbying, via de l'accompagnement notamment des PME. Une grande contribution aux instances et organisations nationales type contrat stratégique de filière NSE. Donc l'ensemble des pôles de la Smart Energy Alliance participent à ces réunions et à ces grandes instances. Et également faciliter le passage à grande échelle à travers la mutualisation de projets, de moyens. Et donc, c'est vraiment dans ce dernier cadre que s'inscrit ce webinaire pour essayer de partager au plus grand nombre de nos adhérents, de nos 4 pôles, les dernières actualités avancées sur une thématique donnée. Et donc, la thématique véhicule to grid, pourquoi on l'a choisie? Bien évidemment, avec l'essor de la mobilité électrique, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur. Et en plus, c'est vraiment à l'intersection de nos 3 thématiques, à savoir mobilité, bien évidemment, transition énergétique smart grid pour la partie énergie, et également numérique, puisqu'on a aussi tout un volet à la fois protocole de communication, prédiction, simulation numérique, on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un sujet au cœur de nos 3 thématiques et c'est pour ça qu'on voulait l'aborder aujourd'hui. Donc, je ne serai pas plus longue sur l'introduction. Je vais passer la parole donc à la société Wattenwell, à Romain Baume de la société Wattenwell, puisqu'on leur a proposé donc de nous présenter les enjeux du véhicule to grid de leur point de vue sur le plan technique, économique et réglementaire. Voilà, donc Romain, je vais te laisser la parole et la caméra. Je vais juste demander à l'ensemble des autres intervenants et participants de couper les caméras, s'il vous plaît, pour maintenir la qualité du webinaire. Voilà, Romain, je te donne la parole et n'hésite pas à me dire quand je dois passer les slides. Bonjour à tous, merci de votre participation à tous et merci au pôle de nous avoir invités à intervenir aujourd'hui. Donc, je suis Romain Baume, en charge du business développement mobilité électrique chez Wattenwell. La slide suivant. Donc, sur les enjeux du véhicule to grid, on va commencer par rappeler en fait quelques définitions et enjeux tels qu'on les voit, et ensuite je vais vous présenter les enjeux et les difficultés et opportunités que soulève le véhicule to grid en termes de stockage d'énergie, de contribution au marché de l'électricité, les services énergétiques auxquels il peut contribuer. Ensuite, je vous donnerai aussi quelques indications sur l'implication de Wattenwell dans cette filière-là. Donc, slide suivant. D'abord, quelques rappels et définitions de base sur ce qu'est le véhicule to grid. C'est peut-être quelque chose qui vous est familier, mais on est quand même dans le domaine
de la charge des véhicules électriques, où on a en fait tout un continuum de services énergétiques qu'on peut envisager, que d'ailleurs la charge soit bidirectionnelle ou pas, ou qu'on aille jusqu'au véhicule to grid intégral ou pas. Donc depuis la charge dite non pilotée, donc où là en fait on branche le véhicule électrique à une borne et on lui demande de maximiser la vitesse de charge qui est disponible. Donc là on en remplit juste la fonction de recharger le véhicule. Ensuite, il y a tout un courant qui est très important et très intéressant et qui fait aussi pas mal d'économies et de gains et d'enjeux énergétiques, c'est le smart charging. Donc, on appelle souvent V1J, c'est un terme que vous voyez sûrement souvent se développer. Là, l'idée, c'est de considérer que la durée de recharge est flexible et on va venir minimiser soit le coût de l'électricité qu'on a utilisé, soit aussi moduler la puissance qu'on va utiliser pour charger le véhicule pour potentiellement limiter l'impact sur le réseau. C'est quelque chose qui est souvent mentionné, l'impact sur le réseau des véhicules électriques. Et donc le V1J déjà soulève des opportunités considérables. Et ensuite, dans le domaine de la charge bidirectionnelle, on a en fait deux niveaux qui sont tout à fait complémentaires. Le niveau dit du véhicule to home ou building. Donc là, en fait, on utilise la bidirectionnalité, c'est-à-dire qu'on peut charger la voiture et décharger la batterie. Et là, en fait, on va se restreindre à l'utilisation sur une partie de la maison, du bâtiment, sans faire de la réinjection au réseau. Donc là, on est sur un écosystème local qui est plus de la capacité de maîtrise de la personne qui finalement possède le véhicule ou la flotte de véhicules. Et ensuite, on a le véhicule to grid proprement dit, qui consiste en fait à charger et décharger le véhicule, non pas uniquement en fait pour apporter des services au bâtiment, à la maison, mais plus généralement sur le réseau électrique, avec là aussi plusieurs niveaux de contribution et de services énergétiques. Slide suivant, s'il te plaît. Donc les enjeux aujourd'hui du développement du véhicule to grid, pour nous, il y a plusieurs niveaux. D'abord, un enjeu de capacité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véhicule to grid, il fait l'objet de nombreuses expérimentations très prometteuses. Il faut que maintenant, il relève l'enjeu de montrer qu'il est capable de réaliser des capacités importantes de stockage et de services énergétiques. Il y a un autre enjeu qui est un enjeu de vitesse de diffusion, alors qu'il y a aussi une opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a on le verra plus tard, des enjeux sur les marchés de l'énergie, l'introduction des renouvelables, qui vont venir en fait nécessiter que le véhicule to grid a une opportunité. Et s'il veut la saisir, il va falloir pouvoir se diffuser rapidement. Il y a bien sûr des développements de solutions techniques et la manière de diffuser la charge bidirectionnelle qui est un enjeu considérable. On parle souvent de bidirectionnalité et en fait, il faut bien garder en tête qu'il y a quand même toujours une échelle dans laquelle le véhicule doit se connecter au réseau et les batteries qui sont en courant continu doivent communiquer généralement avec le réseau courant alternatif. Donc, il faut qu'il y ait soit des bandes bidirectionnelles qui puissent fonctionner en AC avec des véhicules équipés de chargeurs bidirectionnels. Ça, c'est un enjeu très fort dans les années à venir des constructeurs automobiles, ou alors que cet enjeu, cette conversion d'énergie se fasse à travers des bornes bidirectionnelles qui, elles, emporteront la capacité de conversion d'énergie et implémenteront les protocoles de charge correspondants, CHAdeMO ou CCS, dont on reverra un peu plus tard. Il y a également des enjeux réglementaires et normatifs considérables. Aujourd'hui, le véhicule to grid et le véhicule to home, c'est une réalité commerciale, mais qui est au potentiel limité avec la technologie, donc courant continu CHAdeMO. On a aujourd'hui des normes qui sont en train de se déployer, qui vont être implémentées, et potentiellement la standardisation autour de la charge CCS qui vont augmenter fortement le potentiel du marché et un enjeu aussi très fort sur la manière d'implémenter, de définir les grid codes et les normes réglementaires. Les grid codes, c'est les règles de raccordement au réseau justement de ces véhicules électriques dans le cas où justement elles vont faire des services V2G. Un enjeu aussi considérable sur le véhicule to grid, c'est de considérer qu'il est en fait à la fois un défi technique, réglementaire, mais aussi économique et d'usage. Donc ça va profondément bouleverser la manière dont
on va utiliser et générer de la valeur avec les véhicules. Il va falloir du coup construire les business models associés, les règles de partage, et aussi s'assurer que sur le plan environnemental, la dégradation marginale des batteries qui en résulte a bien un intérêt environnemental fort. Tu peux aller à la suite. Donc, pourquoi en fait on a besoin aujourd'hui, on se pose la question du V2G, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus en fait des sources, des manières de stocker de l'énergie qui arrivent à leur potentiel. Donc c'est principalement aujourd'hui quand on stocke de l'énergie, c'est avec l'énergie hydroélectrique, et on voit aujourd'hui que un des relais d'utilisation du stockage de l'énergie, ce sont les batteries, c'est celles qui ont fait leur preuve. Tu peux aller à la suivante, Lucie. Et donc, si on compare en fait aujourd'hui le bilan qu'on tire de barrages hydroélectriques ou de grosses batteries stationnaires, on se rend compte qu'on arrive en fait à un niveau où ça devient intéressant d'exploiter des batteries. Euh, et, euh, et en fait, aujourd'hui, les solutions de barrage sont assez largement dans des continents comme l'Europe exploitées à maturité. Donc là, il y a une opportunité majeure qui pourrait être remplie du coup par des batteries stationnaires ou justement les véhicules. Et c'est là en fait que se pose l'opportunité du véhicule to grid, parce que précisément en fait dans ce contexte-là, aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de stocker de l'énergie. Alors pourquoi? C'est principalement parce que les marchés énergétiques sont sous une tension très très forte à cause de plusieurs trends. Tu peux aller à la suivante, Lucie. Le premier, c'est évidemment un contexte qui actuellement est particulièrement aigu en raison de la crise sur le géopolitique, l'incertitude sur le gaz naturel, mais aussi plus généralement sur le fait qu'on est en train de switcher des moyens de production et que des moyens stables qui fonctionnaient très bien, typiquement en France, comme le nucléaire, rencontrent aujourd'hui des difficultés qui résultent dans le fait que à la fois on a un contexte où les prix de l'énergie sont en train de flamber et ils deviennent aussi de plus en plus instables avec des déséquilibres. Si on regarde là sur les marchés day-ahead sur l'Europe, les marchés de gros d'électricité, on a pris ici l'exemple d'un jour du mois de mai de cette année. Alors qu'on est dans une année où le prix de l'électricité est colossal, on voit qu'à certaines heures de la journée, sous l'effet principalement des prévisions sur les énergies renouvelables, mais aussi d'autres facteurs, les heures creuses de consommation, on atteint des prix très très faibles. Et donc ça veut dire qu'il y a un potentiel considérable pour lisser ces marchés à développer des moyens de stocker de l'énergie et de la restituer de manière contrôlée et pilotée. Tu peux aller au suivant. Euh, Juste là pour vous rappeler que effectivement, ce sont les renouvelables qui aujourd'hui sont un des forts drivers de cet effet de courbe qu'on appelle parfois la duck curve, qui sont des phénomènes qui produisent des variabilités très fortes sur les marchés de l'énergie, des besoins d'appel de puissance considérables. Et aujourd'hui, en fait, l'accélération très forte qu'on a sur les renouvelables crée en parallèle une opportunité très forte sur le véhicule to grid, puisque l'arrivée de batteries stationnaires sur les marchés est pas suffisante et la demande est telle également pour les véhicules que l'opportunité est d'utiliser les véhicules et les batteries durant leur première vie quand ils sont dans les véhicules et pas d'attendre qu'ils soient en seconde vie pour être packagés en format stationnaire. Donc, du coup, les services énergétiques qu'on peut rendre par le véhicule électrique, eh ben, ils sont assez considérables. Parce que le véhicule électrique, il peut permettre d'accéder à la fois à des services véhicules to grid sur le marché, régulation de fréquence, les réserves qu'on peut accéder sur le marché. Il pourra contribuer demain aussi à améliorer la gestion des infrastructures de distribution, donc en retardant en fait des travaux ou des upgrades sur les réseaux électriques. Et il permet aussi d'ores et déjà de faire des services qui s'adressent directement à l'utilisateur final ou au bâtiment. Slide suivant. Donc là, on peut donner ici, on donne deux exemples qui sont très simples, mais qui vous montrent que dès aujourd'hui, en fait, avec une charge bidirectionnelle, on peut remplir des services qui apportent une vraie valeur à l'utilisateur final et sans même se connecter au réseau, donc en mode véhicule to building ou véhicule to home, qui est en fait de décaler l'horaire à laquelle
on consomme l'énergie en finalement en stockant quand les prix de l'énergie sont bas et en déstockant quand ils sont plus élevés. Donc là, on améliore au quotidien sa facture. On peut aussi, en fait, grâce aux véhicules électriques, fonctionner en limitant en fait les appels de puissance. Donc en se finalement réduisant, ça c'est le deuxième cas d'usage, en réduisant la taille de l'installation, la puissance maxi qu'on peut tirer, et en se disant que les appels de puissance marginaux maximum, eh ben, il va falloir les corréler à des phases où ce sera la décharge des véhicules électriques qui apportera le supplément de puissance nécessaire. Tu peux aller au suivant. Donc, si on regarde après d'une manière globale, en fait, comment on passe du véhicule thermique au véhicule électrique et au véhicule to grid, eh bien, on voit en fait qu'un des drivers, évidemment, du véhicule électrique, c'est de baisser les coûts d'utilisation. On a une capacité avec de la charge intelligente à passer, à gagner déjà plus d'une centaine d'euros par an sur l'électricité. Et ensuite, on voit en fait que à la fois les véhicules, les services véhicules to home et véhicules to grid vont pouvoir apporter des contributions de plusieurs centaines d'euros par an. Donc là, je ne vais pas détailler toute la palette, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cet équilibre qui était le fruit de travaux, dont notamment s'est inspiré des travaux qu'a fait RTE en 2019, il peut avoir des accélérations brutales parce que, par exemple, le décalage de puissance, le peak shaving, on voit qu'aujourd'hui, dans un pays comme la Norvège, qui a adopté une nouvelle grille tarifaire cette année, en fait, l'avantage qui était perçu comme étant de quelques dizaines d'euros, eh bien, il peut monter à plus d'une centaine d'euros et changer brutalement. Tout ça dans le but de faire en sorte que les appels de puissance maximale des bâtiments soient plus élevés en mettant une contrainte incitative et qui peut faire vraiment décoller le véhicule to grid. Je peux aller à la suite. Donc, du coup, dans ce contexte-là, ce que la société Watt Well fournit, c'est des éléments qui vont venir développer le véhicule to grid au travers de contributions fortes à la borne de recharge bidirectionnelle, qui est la capacité à convertir de manière bidirectionnelle le courant, donc à la fois charger la voiture, mais aussi décharger la batterie et réinjecter du courant alternatif, soit dans le bâtiment, soit sur le réseau, soit en faisant des services énergétiques, et ce qu'on appelle aussi le contrôleur de charge, c'est-à-dire la fonction qui va implémenter les protocoles de recharge et qui va du coup gérer la communication entre la borne et le véhicule. Je peux aller à la suite. Et donc, nous, ce qu'on a vu au travers des expériences et du développement qu'on a fait, c'est que aujourd'hui, en fait, la charge bidirectionnelle, elle est à la fois en bonne voie et en phase d'investissement très fort, à la fois d'ailleurs pour la charge où la conversion est embarquée dans le véhicule, où la borne sera en courant alternatif, et où le convertisseur bidirectionnel est débarqué. On a mené des expériences avec Renault sur des ZOE dans lesquels on a intégré un convertisseur bidirectionnel. On a fait pareil avec l'Université du Delaware, où on a vu justement l'impact des différents grid codes. On travaille actuellement avec 4 fabricants de bornes de recharge qui prévoient de commercialiser des bornes rapidement bidirectionnelles et qui montrent qu'il y a un vrai décollage sur le marché qui va se produire probablement rapidement. Notre effort de R&D, il est soutenu par l'ADEME. Il nous a permis en fait de commencer à travailler une thématique qui, à notre sens, va être un des enjeux très très forts des années à venir. C'est de montrer en fait dans quelle situation en fait le véhicule to grid apporte soit une valeur supplémentaire au stockage stationnaire, ESS, Energy Electric Stationary Storage, ou alors qui va venir complémenter ces services qu'on peut faire avec des batteries stationnaires pour maximiser l'impact. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est que les solutions qu'on a développées devraient pouvoir accompagner la croissance forte du marché qui est, à notre sens, assez imminente. Voilà, je vous remercie et maintenant, je passe la parole aux 4 intervenants. Merci beaucoup Romain pour l'introduction. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions. Alors ce que je propose, parce qu'on a quand même un programme assez dense dans la matinée, puisqu'on a encore 4 projets donc à présenter, éventuellement si Romain ou Raoul, à côté Watt Well, vous voulez répondre peut-être en direct dans le chat, dans un D'accord. premier temps. Et ensuite, donc une fois qu'on aura fini la présentation des 4 projets, on pourra revenir aussi sur certaines questions si vous le souhaitez. Comme ça, on peut avancer. J'ai peur que sinon on perde un peu trop de temps si ça vous va.
Donc effectivement, on a vu que le véhicule to grid apparaître comme une solution en cours de maturation. Et donc quand on parle de maturation, on parle également de prérequis. Donc en fait, on a le projet Mobena qui a été accompagné par le pôle Next Move, qui va vous être présenté par Roch El Khoury, donc de l'Institut VDCOM, qui va vous parler justement de ces différents prérequis du V2G. Roch El Khoury, du coup, je vous laisse allumer votre caméra et votre micro si vous êtes bien là pour pouvoir nous présenter la suite du projet. Roch, vous nous entendez? Alors moi, je ne vous entends pas. Alors, il y a le micro qui est coupé, Roch. Ça y est, je pense que Allô, allô? Oui, ça y est, je pense qu'on vous entend. Alors, je ne sais pas si la caméra passe. Vous pouvez essayer. Oui, ça a l'air de passer. Écoutez, je vous Super. laisse la parole. Je diffuse des slides, donc n'hésitez pas à me dire quand je passe à la suivante. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour les collègues de Next Move pour nous donner cette opportunité de présenter l'Institut VDCOM et nos travaux. Aujourd'hui, je suis avec Mourad Tigarcha qui va co-animer cette présentation. Et on est désolé du petit bruit que vous pouvez avoir. On a eu un petit incident de trajet. On est à Bruxelles dans un hôtel, mais on a tenu à faire cette présentation quand même. Donc, merci de votre indulgence. Alors, je vais commencer par faire une petite présentation très rapide de VDCOM pour ensuite vous présenter nos actions sur le projet Mobena avant d'attaquer le V2G. En complément de ce qui a été partagé jusque-là, l'idée, c'est vous donner un état des lieux des enjeux, des challenges et des choses à mettre en œuvre pour y arriver. Et je suis, comme je vous dis, accompagné avec Mourad qui est juste à côté de moi. Alors, l'Institut VDCOM, pour ceux qui ne connaissent pas, VDCOM est un institut de transition énergétique qui a été fondé en 2014 et on opère des projets collaboratifs cofinancés par l'ANR. On opère aussi des projets européens, on participe à ces projets européens et nous avons 3 domaines thématiques. Donc, l'électrification, donc des activités qu'on va parler aujourd'hui, le véhicule autonome, les nouvelles énergies et mobilité partagée. On est basé à Versailles et c'est VDCOM qui anime le projet Mobena aujourd'hui. Le projet Mobena, dans le cadre de nos activités, c'est un projet particulier qui s'inscrit dans une démarche d'animation d'écosystèmes. Il s'agit d'un projet collaboratif ouvert pour le déploiement on va dire de la recharge nouvelle génération, plus précisément le plug and charge et le smart charging, avec un focus très fort sur l'interopérabilité et l'expérience utilisateur. Donc, dans le projet Mobena, si on passe au prochain slide, justement, on va retrouver des acteurs qui sont, donc il y a 19 acteurs industriels en plus de VDCOM, qui sont représentants des différents rôles qu'on peut retrouver dans l'écosystème de la recharge. Comme vous le savez, les constructeurs des automobiles, de gauche en droite, les bornes de recharge, donc les constructeurs de bornes de recharge, les centres de test, les opérateurs de services, les technologies providers et les plateformes de roaming, et VDCOM en tant qu'animateur de cet écosystème-là. Donc, sur ce slide-là, vous trouvez un peu les représentants de l'écosystème. Et donc, l'objectif du projet, comme je vous l'ai dit, c'est d'assurer l'interopérabilité de bout en bout de l'écosystème de la recharge pour notamment les 2 cas d'usage particuliers du plug and charge et du smart charging, qu'on verra par la suite, sont des enablers indispensables pour le déploiement du véhicule to grid. Donc, en un mot, les objectifs de ce projet sont de 4 types, je dirais. Donc, d'abord, avoir une roadmap. Donc, je lis le slide de gauche à droite, de haut en bas. Donc, avoir une roadmap partagée et les moyens d'avoir un déploiement coordonné du plug and charge et du smart charging.
avoir des sites expérimentaux pour valider les résultats des projets et des recommandations sur cette première partie. Les standards techniques, bien sûr, donc, et les guides d'implémentation et des tests d'interopérabilité qui vont être utilisés pour complémenter les normes, parce que comme vous le savez, typiquement là, on parle de la norme 1518. L'ISO 1518 n'est pas suffisante à elle toute seule d'assurer un déploiement interopérable. Et donc, forcément, au vu de ces résultats, de faire le nécessaire pour que les résultats du projet soient adoptés et déployés dans les instances de standardisation et les instances de gouvernance, typiquement à la Commission européenne, où on est aujourd'hui justement pour représenter les membres du projet au Sustainable Transport Forum de la Commission qui prépare la loi AFIR. Donc, sur le prochain slide, l'idée, c'est de vous dire de commencer. Donc, on a souhaité commencer par le plug and charge et le smart charging pour vous dire qu'on a pas mal de normes et malgré la disponibilité de l'ensemble des éléments techniques sur ces deux services à forte valeur ajoutée, donc ces services émergents, nous sommes loin d'avoir un déploiement interopérable. Néanmoins, ce sont des briques indispensables pour aller de l'avant. Et donc, là, je vais donner la main à Mourad, donc, qui est avec moi, qui va prendre la parole et qui va vous faire, donc, en complément de ce qui a été présenté tout à l'heure par Wattenwell, les collègues de Wattenwell, un peu les enjeux qu'on voit venir pour le véhicule to grid, en partant un peu aussi de notre expérience sur le plug and charge et le smart charging pour voir un peu quels sont les enjeux d'adoption et de déploiement de cette technologie. Mourad, à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci Roch. Et effectivement, donc là, si je reprends juste le focus du Mobena, c'est un projet qui vise à fabriquer ce qu'on appelle les biens communs pour permettre le déploiement des technologies qui sont par essence des technos d'écosystème. Parce qu'en fait, le V2G, ce n'est pas ou le smart charging ou le plug and charge, ce n'est pas une technologie apportée par un acteur, mais c'est des technos qui doivent être commercialisés par un écosystème. Le V2G en particulier, c'est une notion d'écosystème de smart grid. En fait, il faut savoir quand est-ce que le véhicule se connecte, comment il va se comporter avec le réseau le réseau électrique. Et c'est dans cette optique qu'il faut regarder. Déjà, basiquement, le smart charging, c'est le V2G, c'est le fait de connecter le véhicule à l'infrastructure et de permettre de déverser, entre guillemets, une partie de la réserve qu'il a dans la batterie, dans le réseau. Pour que ça se fasse, du coup, il faut que tous les acteurs soient préparés pour permettre cette opération. Il y a une limite au V2G, c'est que le véhicule doit être connecté à l'infrastructure et la fonction de V2G activée par l'utilisateur. Donc, on comprend très vite que le V2G ne peut pas se déployer si on n'a pas on va dire, une participation active de l'utilisateur final derrière ce véhicule. Ceci dit, un déploiement massif de la techno V2G sur le réseau permettra une adoption, permettra de positionner le véhicule électrique comme étant une variable importante d'ajustement du coup d'équilibre de réseau, soit de distribution, soit du réseau électrique. Slide suivant, s'il vous plaît. Encore un autre point juste pour permettre d'assurer cette transition. Le V2G ne tombe pas tout seul. C'est une évolution, on va dire, plus ou moins naturelle des services, des services, on va dire, de smart charging là, qui viennent avec la massification du véhicule sur le réseau. On a commencé par juste vouloir contrôler, juste vouloir d'être compliant avec le réseau. Après, on a commencé à contrôler la charge V1J, d'arrêter de démarrer la charge. Et après, on est monté à un niveau un peu plus important de ce qu'on appelle cooperative charging. C'est le fait de considérer l'équation de la mobilité et des contraintes du réseau pour définir le plan de charge. Et avec l'arrivée de V2J, on a commencé dans un premier niveau de déverser la batterie
dans le réseau de la maison ou du bâtiment avant d'envisager de raccorder cela au réseau. Donc, c'est ce qu'on va appeler le V2G. Slide suivant, s'il vous plaît. Encore, si on revient à la raison d'être même du projet Mobena, c'est d'adresser cette notion d'écosystème de services de mobilité. Donc, je vous rappelle, donc on est sur le V2G, le plus grand charge, le smart charging, parce que c'est des choses qu'on va déployer rapidement. Le V2G viendra plus tard, mais il faut bien le préparer maintenant. On est dans une notion avec le V2G d'une gestion d'énergie localement, d'une gestion aussi d'un besoin de mobilité, qui est on va dire, qui est l'essence du véhicule. Il faut qu'il soit mobile et qu'il faut qu'il réponde aux besoins de mobilité de l'utilisateur. Et on vient insérer tout ça dans un système qui est déjà assez complexe, le système électrique, avec tout ce qui est, avec le smart grid, toutes les notions de flexibilité, d'arbitrage et d'agrégation. Slide suivant, s'il vous plaît. Les cas d'usage de V2G, on essaie de l'envisager, c'est en fait, juste pour mettre dans le projet Mobena, on va essayer de définir les business use cases de V2G et on essaye de les imaginer dans deux optiques. Il y a des business use cases qu'on va appeler, qui vont s'appeler de local flexibilité et d'autres use cases qui vont être plutôt de la flexibilité au système électrique. En local, on peut être soit en amont compteur, soit en aval compteur. En aval compteur, on est un peu plus vers l'usage de la maison avec du renouvelable, à l'arbitrage de l'optimisation de la facture ou de l'optimisation du raccordement. Pour le réseau, on est plus sur la maille locale pour essayer d'éviter de la congestion ou de participer au plan de tension. Et sur la partie système, l'idée, c'est d'agréger des capacités V2G. On ne peut pas faire jouer un véhicule tout seul, d'avoir un rôle intermédiaire d'agrégation permettant de créer des leviers importants pour participer au service système, soit de distribution, soit de production, soit de transport, soit de production. Slide suivant, s'il vous plaît. En fait, il y a, avec la notion de V2G, on entend assez souvent parler de grid code. En fait, c'est quoi le grid code? Les réseaux, le V2G, comme je disais avant, nécessite de raccorder le véhicule électrique au réseau comme générateur, comme producteur. Et pour faire cela, il y a un certain nombre de règles définies en Europe par l'ENSOI avec la CER. Et les grid codes, c'est un ensemble de règles que doit respecter tout générateur raccordé au système électrique. Et ces grid codes, on va dire, des éditions standardisées, mais qui sont adaptées localement aux exigences de chaque distributeur. On a 4 familles essentiellement, une famille qui adresse la connexion de générateurs au réseau, une famille qui adresse la réaction de générateurs avec le marché, une famille qui adresse les opérations de ce générateur. Et il y a aussi la partie cybersécurité, parce que là, on est raccordé à un système, on va dire, assez stratégique. Donc, le système du système électrique, il faut qu'il soit protégé. Donc, il y a toute une famille de règles en termes de cybersécurité. Slide suivant, s'il vous plaît. Juste en conclusion, donc, on peut les mettre en 4 points pour dire que le véhicule to grid, c'est une suite de smart charging. On ne peut pas considérer le véhicule to grid sans parler de smart charging parce qu'il y a toujours ce besoin de mobilité qu'il faut surveiller, qu'il faut garantir. On est en train de parler, de tendre à une maturité technique qui est en train d'être acquise. Je renvoie à la présentation de Romain côté Wattywell. On voit que les briques technologiques sont en train d'être matures. Par contre, tout ce qui est introduction au marché, il y a un gros besoin de collaboration de l'écosystème pour définir les cas d'usage, on va dire métiers, faire émerger les valeurs sous-jacentes et bien sûr définir un cadre réglementaire pour accompagner l'adoption et le déploiement massif de cette technologie. J'arrive à la fin de cette présentation. Merci beaucoup, Roch, pour cette intervention. Alors, du coup, on a quelques minutes, si vous voulez, pour prendre quelques questions. Je ne sais pas, Geoffroy, si tu as pu voir des questions relatives à cette présentation-là ou traiter éventuellement des questions
précédentes. Merci. Je vois que Romain et Raoul se sont activés sur le chat pour répondre aux questions précédentes. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au projet Mobena. Alors, combien de temps doit durer le projet Mobena? Le projet Mobena est conçu sur 2 ans, donc septembre 2021, on va dire jusqu'à septembre ou décembre 2023. Mais c'est un projet qui est toujours ouvert. S'il y a des partenaires qui viennent nous rejoindre, on va les accueillir avec d'enthousiasme. Absolument. Donc, sur cette partie-là, on est dans la deuxième année du projet. Donc, on a démarré avec l'ensemble des spécifications, on va dire, en complément de la 1518 qui sont nécessaires pour garantir l'interopérabilité du plug and charge et du smart charging. Donc, ça, c'est des résultats qu'on utilise actuellement pour guider les équipes de déploiement des partenaires du projet, donc pour qu'ils puissent développer leurs produits d'une part, mais également de pousser les recommandations techniques qu'on a dans les instances de normalisation et surtout de gouvernance. Comme certains des participants autour du call le savent, il y a un enjeu sur la gouvernance des infrastructures nécessaires pour mettre en place l'interopérabilité de ces services. Et donc, dans la deuxième étape de ce projet sur 2 ans, donc dans cette année-là, on est sur la concrétisation de ces résultats, donc dans des sites pilotes avec les partenaires du projet, donc déployer des bornes, ouvrir des sites, avoir des véhicules prototypes et des véhicules série qui viendraient se connecter à des bornes équipées pour étudier l'interopérabilité et les difficultés qu'on peut avoir quand on part sur des implémentations différentes de la norme ISO 1518 en fonctionnel et non fonctionnel sur des cas d'usage particuliers, donc sur des cas d'usage ou sur le lieu du travail, sur le lieu du travail, sur les logements collectifs ou sur les parkings sur voie publique. Donc, il nous reste 1 an dans le projet et on sera, comme l'a dit Mourad, on sera ravis de onboarder des gens qui seraient intéressés. Donc, je vois aussi atterrir une autre question sur combien de bornes. Alors, sur le nombre de recharges, le nombre de bornes de recharge. Alors, actuellement, on n'a pas, dans le projet, on n'avait pas émis un objectif en termes de nombre de recharges déployées, en sachant qu'on a, donc comme je vous ai dit, sur l'ensemble des partenaires, on a des partenaires qui fabriquent des bornes, des partenaires qui opèrent des services, des partenaires qui vont construire les véhicules et donc des partenaires qui vont assurer un peu tout ce qui est infrastructure cybersécurité. Aujourd'hui, dans les objectifs du projet, on est sur un accompagnement technique nécessaire, le support technique nécessaire pour accompagner souhaite déployer ces bornes-là. Nous n'avons pas un objectif on a été déconnecté un instant, pardon. Nous n'avons pas un objectif en termes de bornes de recharge, mais nous avons un objectif plutôt et surtout d'adoption des recommandations et des guides d'implémentation pour que le déploiement du plug and charge qui a commencé à se faire, hein, on a déjà dans le groupe Volkswagen et Daimler sur les modèles premium, sur certains réseaux très particuliers de bornes de recharge rapide, d'essai notamment, qui offrent ce service, mais on en est loin de l'adoption massive et le déploiement interopérable de ce type de service. Alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas si, hors CHAdeMO, les véhicules utilisés pour les opérations pilotes sont des véhicules de série ou des véhicules modifiés. Donc, dans le projet Mobena, on est focalisé sur le CCS, comme vous le savez. Actuellement, avec nos partenaires français, les véhicules qu'on utilise pour faire des démos, on en a fait une encore la semaine dernière avec
les collègues néerlandais de ELAD et une dizaine de partenaires européens pour l'interopérabilité justement des pools de certificats pour le plug and charge. On est plutôt sur des véhicules, comme je vous ai dit, pour les constructeurs français, on est plutôt sur des véhicules, je dirais, pré-série ou des véhicules prototypes pré-série. Donc, on est sur des véhicules qui ont effectivement, qui ne sont pas issus directement de la chaîne de production, en sachant que, comme je vous ai dit, Daimler, Porsche et Audi proposent aujourd'hui des produits qui sont capables de faire du plug and charge en série sur des bornes, enfin, sur des réseaux de recharge très particuliers. Ouais, effectivement, sur le V2G, donc un des éléments qu'on a fait dans la roadmap, c'est qu'on ne voit pas arriver le V2G, on va dire, en série sur le CCS avant 2024. Donc, on n'a pas de véhicule série, véhicule to grid dans le projet. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Du coup, je propose qu'on passe à la présentation suivante. Donc, vous avez parlé effectivement du besoin d'expérimentation, de collaboration entre les différents acteurs pour tester les cas d'usage et du point de vue à la fois du réseau et des utilisateurs. Donc, le prochain projet, donc le projet à venir porté par Enedis et tout un consortium, va vous être présenté du coup par Maxime Pommiès. Donc, je te laisse la parole, Maxime, pour 20 Ça marche. minutes. Merci, vous m'entendez bien? Oui. On t'entend bien. Bon, nickel. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le projet à venir. Donc, projet à venir qui est un démonstrateur lié à la mobilité électrique qui reprend plusieurs cas d'usage que je vais vous présenter. Voilà, l'objectif de la présentation, c'est de présenter globalement le projet à venir dans sa globalité et les résultats à date, puisque le projet a commencé en 2019 et qui s'étendra jusqu'à la fin d'année 2022. Donc, le projet à venir, c'est un projet qui vise à accompagner le développement à grande échelle de la mobilité électrique en facilitant finalement la recharge, l'intégration et la recharge du véhicule électrique sur le réseau public de distribution, en expérimentant aux conditions réelles finalement les interactions qu'on pourrait avoir entre le réseau public de distribution, les bornes de recharge et les véhicules. L'objectif du projet, donc il y a des expérimentations techniques, mais l'intérêt c'est également de s'intéresser à d'autres aspects, notamment les aspects économiques, sociologiques, mais également réglementaires. Donc voilà, on va tester des cas d'usage de manière technique, tout en essayant de capitaliser également sur les expériences utilisateurs. Donc le projet regroupe finalement, regroupe 13 partenaires. Donc vous en avez 12, mais côté Total Energy, en fait, il y a 2 filiales de Total Energy qui participent. Donc on a 10 industriels et 2 académies qui participent au projet à venir. C'est un projet qui est financé par l'ADEME dans le cadre du projet du PIA et soutenu du coup par les pôles de compétitivité Tenerdis et Cap Énergie. Donc dans ce consortium, voilà, on a à la fois le distributeur, on a des constructeurs automobiles, on a plateforme d'interopérabilité avec JREV, on a des constructeurs de bornes, on a des opérateurs de bornes. Donc on a un petit peu tous les acteurs de la chaîne et du secteur. Donc le projet à venir, c'est un projet dans lequel on a travaillé sur 6 cas d'usage, 4 cas d'usage avec des tests en conditions réelles et 2 plus théoriques. Donc dans les 4 cas d'usage en conditions expérimentales, on a testé du coup la modulation de puissance selon un signal réseau. Donc en fait, le distributeur, dans ce cadre-là, envoie une demande de modulation de puissance directement au niveau des bornes. Donc en testant plusieurs chaînes de communication que je vous détaillerai par la suite. Un cas d'usage sur lequel je ferai un focus particulier qui est faire appel aux véhicules to grid pour répondre aux besoins locaux du réseau. Un troisième cas d'usage qui est faire appel à des agrégateurs de flexibilité. Donc là, dans le cadre de ce cas d'usage, on a un agrégateur, en l'occurrence Total Energy, qui a recruté des clients, des parcs de bornes, et qui répond favorablement ou non à des flexibilités que le distributeur peut lui envoyer. Un cas d'usage
qui s'intéresse plus particulièrement à la synchronisation entre la production photovoltaïque et la recharge du véhicule électrique, avec 3 sous-expérimentations que je vous présenterai par la suite. Et ensuite, 2 autres cas d'usage plus théoriques, comme je vous le disais. Un qui concerne plus la maîtrise de la puissance de raccordement en aval du point de livraison. Donc dans ce cadre-là, il y a eu finalement la récupération et l'étude de courbes de charge de différentes typologies de bornes de recharge, afin de voir finalement s'il y avait des courbes de charge type qui s'en dégageaient, voir s'il y avait possibilité de mettre en place des solutions de pilotage de la recharge, afin voilà, de limiter peut-être la puissance de raccordement ou la puissance souscrite au niveau de ces parcs de bornes. Il y a un dernier cas d'usage qui consiste finalement à la conception d'un modèle prévisionnel de la recharge du véhicule électrique. Donc là, également, on s'est interfacé avec des parcs de bornes où on a acquis finalement des données comme des courbes de charge, des comptes rendus de sessions de recharge. Et au travers voilà, de l'apprentissage de ces données, on a essayé de disposer d'un modèle prévisionnel de la recharge du véhicule électrique. Donc aujourd'hui, il y a des expérimentations qui ont porté leurs fruits. Il y a eu des réalisations en conditions réelles entre le distributeur et les opérateurs de bornes. On a développé les premières briques technologiques en vue de l'industrialisation de la filière. Et il y a également voilà, Aix-Marseille Université dans le cadre du projet qui, eux, sont plutôt spécialisés sur toute la partie enquête et capitalisation des expériences utilisateurs. Donc il y a déjà des enquêtes qui ont été réalisées. Donc slide suivant, s'il te plaît. Donc comme je vous l'ai dit, dans le cadre du projet, pour réaliser les cas d'usage en conditions réelles, il y a eu finalement des interfaçages qui ont été réalisés entre différents acteurs et qui nous ont amené du coup à tester 2 chaînes de communication. Donc du coup, une chaîne de communication représentée par les traits verts qui représentent la chaîne de communication SI à SI. Donc où il y a eu finalement des interfaçages à la fois par API ou par développement d'applications entre les différents acteurs, donc que ce soit entre Enedis, que ce soit entre l'agrégateur, entre les différents opérateurs de bornes dans le projet ou avec les opérateurs de mobilité, jusqu'au véhicule électrique, ou en testant également la chaîne de communication qu'on appelle locale. Donc c'est en passant par la chaîne de communication du compteur Linky, voilà, qui nous a permis également d'éprouver finalement la modulation de puissance en passant par cette chaîne de communication. Donc slide suivant. Donc le projet à venir en quelques chiffres. Alors c'est un projet qui a commencé, comme je vous l'ai dit, en septembre 2019, dont les expérimentations terrain fin d'année, avec une présentation finale auprès de l'ADEME au premier trimestre 2023 pour un budget d'environ 10 millions d'euros. 13 partenaires, 3 chaînes de communication éprouvées, la chaîne de communication SI-IC, la chaîne de comptage Linky ou la chaîne de comptage marché d'affaires lorsque les sites concernés avaient des puissances supérieures à 36 kg. 42 enquêtes réalisées à date. Un gros travail également de caractérisation de la mobilité électrique. 3 sites, 3 typologies de bornes étudiées, les bornes en voirie, bornes tertiaires et résidentielles collectifs, avec un léger retrait sur la partie résidentielle collectif, puisqu'aujourd'hui, finalement, le nombre de bornes en résidentiel collectif est encore peu développé, ou alors, lorsque l'on a trouvé des résidences avec un nombre de points de charge significatif, finalement, c'était le nombre de véhicules par propriétaire qui n'était pas satisfaisant. Pour les études théoriques, que ce soit à la fois l'étude des courbes de charge pour la mise en place de scénarios de pilotage ou pour la conception du modèle prévisionnel, il y a à peu près 550 zones de recharge qui ont été recrutées, ce qui représente à peu près 2450 points de charge. Donc voilà, sur différentes typologies et sur différentes régions en France. Et 12 sites, du coup, qui ont fait l'objet en conditions réelles, donc avec
des sites tertiaires comme des sites Enedis, des concessions également Stellantis ou des bornes en voirie. Donc pour vous présenter un petit peu du coup les résultats, concernant notamment la partie modulation de la puissance selon un signal réseau. Donc là, vous avez des exemples finalement de lieux et de partenaires avec lesquels on a réalisé finalement les demandes de modulation. Donc on voit qu'il y a des bornes en voirie opérées par Easivia, il y a des concessions Stellantis à la fois opérées par Total Energy ou par Easivia, des sites Enedis, des tests également réalisés au siège social à Rueil-Malmaison de Schneider Electric ou sur des bornes en voirie à Issy-les-Moulineaux opérées par E55C. Donc là, sur tous ces sites et sur les 3 chaînes de communication, en fait, Enedis, qui était interfacé avec les différents opérateurs, finalement, a réussi à faire de la modulation de puissance, donc à la baisse sur ces bornes, suivant un signal réseau. Donc, ce qui était quand même plutôt une première en France. Donc, résultat concluant sur différentes typologies de bornes avec différents opérateurs. Slide suivant. Donc, on en arrive au cas d'usage qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui sur la partie véhicule to grid. Donc, aujourd'hui, sur le site Enedis d'Aix-en-Provence, on a un cas d'usage du coup qui regroupe 5 bornes bidirectionnelles et 5 véhicules également bidirectionnels du coup, sur lequel on réalise de la réinjection directement sur le réseau. Et l'intérêt, finalement, c'est d'étudier quels sont les effets bénéfiques de cette réinjection pour le réseau au niveau d'un poste de distribution HT-ABT. Et également, il y a eu, en amont de ces expérimentations en conditions réelles sur site, des tests qui ont été réalisés en laboratoire à l'Enedis Lab à Nanterre, sur lequel en fait on a testé les 2 chaînes de communication et notamment la chaîne de communication en passant par le compteur Linky, qui nous a permis de faire du soutirage, de l'injection, également de la régulation de tension à l'aide des bornes bidirectionnelles. Et là, dans le cadre de l'expérimentation en conditions réelles, on utilise du coup la chaîne de communication SI à SI. Donc, je vous détaille dans le slide suivant un petit peu l'architecture plus en détail. Donc, voilà, on a Enedis, donc le distributeur qui, à l'aide d'une plateforme qui s'appelle Infoflex, qui permet de s'interfacer avec des agrégateurs et d'envoyer du coup des demandes de flexibilité. Donc, ce portail s'est interfacé avec le système d'information de Total Energy qui réceptionne nos demandes de flexibilité. De leur côté, eux se sont également interfacés avec le système d'information de Drive, qui dispose du coup de 3 bornes bidirectionnelles qui nous ont été mises à disposition par Stellantis. Donc, ce sont des bornes qui permettent de faire du plus 10, moins 11 kg, en passant par la technologie et la borne et des prises CHAdeMO. Et on a également 2 bornes véhicule to grid AC qui permettent également de faire du plus 11, moins 11, qui ont été mis à disposition par Renault et qui communiquent du coup avec des Renault Zoé bidirectionnels. Donc, les 5 véhicules, ce sont des véhicules prototypes. On en a 3 qui communiquent par la prise CHAdeMO et 2 Renault qui communiquent par la 1518. La communication entre Total Energy et les bornes AC, finalement, il y a une interface qui a été développée par la société Trialog, finalement, qui permet d'interpréter les demandes de modulation et qui les réalise directement sur les bornes Renault. Donc, on a la chaîne de communication du distributeur jusqu'au véhicule. Et on a également, comme je vous l'ai dit, des utilisateurs qui vont venir interagir auprès de Total Energy à l'aide d'une application mobile qui a été développée dans le cadre du projet et qui permet finalement aux utilisateurs de renseigner leurs besoins de mobilité. Hop, je vous détaille du coup un petit peu les masques de l'application dans le slide suivant. Donc voilà, l'application qui est mise à disposition des utilisateurs et qui finalement leur permet de renseigner leurs besoins de mobilité. Donc,
En fait, quand ils arrivent le matin, ils se branchent au niveau de la borne. Ils disent, voilà, moi, je veux repartir à telle heure avec tel niveau de charge. Et dans la journée, en fait, Enedis simule des contraintes sur le réseau, envoie des demandes de flexibilité à Total Energy et qui finalement, pendant la journée, réalise de la charge et de la décharge à l'aide des véhicules. Et à la fin, l'agrégateur Total Energy finalement garantit à l'utilisateur qu'il puisse récupérer son véhicule à l'heure souhaitée et avec le niveau de charge souhaité pour répondre à son besoin de mobilité. Donc voilà, aujourd'hui, les 5 véhicules sont à disposition des utilisateurs. On réalise, du coup, les expérimentations sont en cours. Et par la suite, voilà, je vous envoie il y a un exemple de courbe de charge à l'aide d'une centrale de mesure qui est située dans le poste HTABT en amont des bornes. Voilà, et on a du coup un exemple finalement de courbe de charge qu'on peut observer au niveau du poste, où on a des flexibilités avec des phases de soutirage et des phases de réinjection. Donc là, on arrive à peu près jusqu'à moins 26 kg à peu près sur les coups de midi. Donc voilà, on arrive à réaliser du coup de la réinjection au niveau du poste de distribution à l'aide des 5 véhicules. Voilà pour la partie véhicule to grid. Un petit focus sur la partie cas d'usage, synchronisation de la production photovoltaïque et recharge du véhicule électrique. Donc là, il y a 3 sous-expérimentations. Il y en a une sur laquelle on a raccordé finalement un outil de synchronisation de la recharge du véhicule électrique avec la production photovoltaïque. Lorsque le site finalement à une faible consommation et qu'on a une forte production photovoltaïque, finalement, on déclenche la recharge du véhicule électrique. Un autre cas d'usage, un autre sous-expérience, finalement, qui est plutôt lié à la sensibilisation d'utilisateurs de véhicules électriques pour qu'ils se rechargent lors des phases de production photovoltaïque. Donc, en fait, on a développé une application mobile avec un fond de carte Google Maps et un code couleur finalement qui permet aux utilisateurs de savoir s'il est judicieux ou pas localement de se recharger en fonction de la production photovoltaïque. Et après une dernière expérience qui est plutôt théorique, finalement qui est liée à un simulateur où finalement on a développé un système privé sur lequel voilà, on vient apporter un certain nombre d'aléas et on voit un petit peu comment est-ce que le système réagit. Et enfin, dernier cas d'usage que je vous présente, c'est sur la conception du modèle prévisionnel, donc, qui est réalisé à partir des données collectées directement au niveau des IRVE. Donc là, il y a 2 niveaux de résultats que je vous présente. Le premier, avant de se dire est-ce qu'on est capable finalement de faire de la prédiction d'appel de puissance à partir des données collectées, on s'est d'abord intéressé à savoir est-ce qu'on était capable finalement de faire de la prédiction d'une présence de la recharge sur des pas de temps de 30 minutes. Et finalement, à partir des données qu'on a pu collecter, on s'est aperçu qu'on était en capacité, voilà, sur des taux variant entre 90 et 98%, capable finalement de prédire de la recharge de véhicules sur des pas de temps de 30 minutes, quelle que soit la typologie de borne. Et donc, fort de ces résultats encourageants, on s'est intéressé finalement à la prédiction d'appel de puissance. On a testé différents modèles et finalement, on s'aperçoit avec le graphe que vous avez sur le bas du slide qu'on arrive relativement bien à prédire les courbes de charge quotidiennes avec une grosse difficulté qui finalement, tous les modèles que l'on a pu tester sous-évaluent fortement les pics d'appel de puissance. Donc là, c'est des travaux qui ont été réalisés début 2022. On a des travaux qui sont en cours là, actuellement avec de nouvelles sources de données, voilà, histoire d'améliorer finalement ces modèles prévisionnels et de voir si on est en capacité d'améliorer les prédictions, notamment sur les forts appels de puissance. Et enfin, voilà, un aspect un peu plus lié à l'aspect sociologique. Donc, dans le cadre du projet, il y a des expériences techniques, il y a aussi tout l'aspect sociologique. On a Aix-Marseille Université qui a un petit peu essayé de caractériser la mobilité électrique à l'aide de 42 enquêtes internationales et de 380 études comportementales qu'ils ont pu collecter.
Donc voilà, la caractérisation est plutôt liée à la période 2019-2021, mais c'est une caractérisation qui est très riche en enseignement. Dans ce qui nous reste à faire, c'est également voilà, tester et valoriser les flexibilités avec la capitalisation des retours utilisateurs dans les différents cas d'usage. Évaluer finalement les modalités de ces flexibilités. Et après, travailler également voilà, sur les aspects un petit peu plus économiques avec l'élaboration des modèles d'affaires de la flexibilité et évaluer finalement quelle serait également comment se répartir la valeur entre les différents acteurs sur la chaîne de flexibilité. Et enfin, sur ce dernier slide, je vous présente un petit peu les différentes expérimentations qui ont lieu sur le siège social de la direction régionale Provence-Alpes du Sud d'Enedis, voilà, qui finalement comptabilise et combine plusieurs cas d'usage. Donc avec les expérimentations liées aux bornes véhicules to grid, la synchronisation production photovoltaïque et la recharge du véhicule électrique, et la participation aux différents cas d'usage des 26 points de charge V1J qui sont sur le site. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Maxime. Geoffroy, je te laisse la parole. Plusieurs questions. D'abord, une question sur... donc là, on a vu des slides. Est-ce qu'il y a un rapport qui est disponible? Alors, le projet n'est pas encore fini. Il y a différents cas d'usage qui sont terminés et dans lesquels il y a eu des rapports intermédiaires qui ont été édités pour chaque cas d'usage. Et après, en fin de projet, il y aura en effet un rapport final qui sera édité, qui présentera les conclusions de l'ensemble des cas d'usage. Donc, il y a des rapports intermédiaires avant le rapport final. Et est-ce qu'ils sont publics, ces rapports? Oui, ils sont publics, oui, tout à fait. Une question sur, donc dans votre expérimentation, est-ce que le signal réseau est géré par les bornes ou par le Charging Point Management System? Alors, ça dépend de la chaîne de communication. Sur la chaîne de communication locale, c'est directement la borne finalement qui reçoit le message du compteur Linky. Et après, sur la chaîne de communication SCI/IC, c'est l'EMS en effet qui interprète et qui module la puissance des bornes. Et est-ce que l'expérimentation permet de contribuer au réglage du plan de tension d'un quartier? Alors, en théorie, oui. On a réussi du coup à faire finalement de la régulation de tension à l'aide de la chaîne de communication Linky. On ne l'a pas testé là, dans les conditions réelles puisque finalement, on n'a pas de production photovoltaïque ou éolien et on n'avait pas de nécessité voilà, de faire de la régulation de tension au niveau du poste HTABT. Mais théoriquement, c'est faisable, oui. Merci. Ensuite, une question donc, sur la régulation des profils de puissance et d'énergie, donc à la seconde ou minute, qui nécessite visiblement une communication. Et qu'est-ce qui se passe en cas de perte de cette communication? Alors aujourd'hui, les pas de temps qu'on a, on est plutôt sur du 5 minutes plutôt que de la seconde ou de la minute. Les développements auraient été très fastidieux si on était allé sur des pas de temps de la seconde ou de la minute. Donc on est plutôt voilà, sur des pas de temps de 5 minutes à la fois sur l'envoi et l'application de consignes et à la fois sur la récupération des données de valeur. Et en fait, s'il y a une perte de communication, la consigne qui est envoyée pour une durée. Et une fois que la consigne arrive à échéance, finalement, la borne reprend son fonctionnement nominal et relance finalement la recharge à pleine puissance. À pleine puissance par rapport à ce qui est acceptable par le véhicule. D'accord. Très clair, merci. Et donc une dernière question, alors je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Est-ce qu'il y a un nombre de charges et décharges maximum fait par Enedis pendant une journée? La question derrière, c'est la question du rendement des cycles de charge-décharge, j'ai l'impression.
Alors sur les déperditions, je ne saurais pas répondre. Après, en effet, on réalise trois demandes de modulation de puissance. On envoie des demandes de modulation sur le créneau 7h, 9h et midi 14h qui finalement sont les pics d'appel de puissance du site Enedis. Donc c'est là où finalement, localement, on pourrait avoir besoin de la partie réinjection. Et on réalise également après une troisième demande de modulation sur le créneau 19h, 21h pour venir contribuer à la pointe nationale. Ok, merci. C'était tout au niveau des questions. Très bien. Merci Maxime pour ta réponse très claire. Et merci Geoffroy pour les questions. Donc on va passer au projet suivant, donc Flexitani. Donc j'invite Alexis de Jorias à allumer sa caméra et son micro. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Nickel, super. Je vous laisse la parole. Parfait. Bonjour à tous, Alexis de Jorias, je travaille chez EDF à la direction stratégie et développement, en charge des activités de smart charging sur la mobilité électrique. Et je vais vous présenter le projet Flexitani. Alors d'abord, éventuellement un petit peu de contexte sur la mobilité électrique. Je pense qu'on peut... je ne sais pas si tout le monde sait ici qu'on a passé le million de véhicules électriques électrifiés avec les véhicules hybrides rechargeables sur la route cette année, là, assez récemment. Et c'est un marché qui croît plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Je vous ai mis le graphe de RTE en 2019, quand ils ont publié leur étude Futur énergétique 2050, donc seulement 2 ans après. En 2030, ils voient 7,3 millions de véhicules électriques maintenant. Donc, ils sont passés de leur RTE médian à leur RTE haut en trajectoire de référence. Vous voyez que toutes les trajectoires remontent. Dans ce contexte-là, on a essayé, groupe EDF et la région Occitanie, conjointement avec l'ADEME, de regarder comment pouvoir débloquer le potentiel de flexibilité des véhicules électriques que les précédentes interventions ont décrit. C'est l'objectif du projet, et notamment via la technologie V2G. Vous pouvez passer les 2 slides, effectivement, directement. Le slide sur la distinction V1G, V2G a déjà été passé. Voilà. Alors, principalement, la technologie V2G, dans un premier temps, le projet vient de s'ouvrir à la technologie V1G. Dans le cadre du webinaire, on va rester sur le V2G aujourd'hui. Éventuellement, je suis disponible pour les questions si nécessaire sur le projet de façon plus générale. L'objectif du projet, c'est l'installation de 50 bandes V2G auprès d'entreprises et de collectivités pour des flottes privées. Et l'idée, c'est de l'installer de façon distribuée sur un certain nombre d'entreprises et de collectivités. Vous avez la carte là. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine qui sont installées ou en voie d'installation. Comme utilisateur, je peux citer par exemple la métropole de Montpellier ou encore la métropole de Villeneuve-les-Avignon. Des entreprises qui peuvent être des campus comme INP Purpan ou d'autres entreprises, des chambres de commerce. Voilà. On en installe aussi sur nos sites EDF. Ce n'est pas l'objet du projet ici. Voilà. Dans le projet, qui est-ce qui est contributeur? Qui est-ce qui fait quoi, entre guillemets? Je vais présenter Paul Derby est un des partenaires. Je vais présenter on va dire les principaux. On a la région Occitanie. Je l'ai pas mis, mais ce qu'il y a derrière aussi, c'est ADOC, l'Agence de développement économique de la région, qui est dans la gouvernance. L'ADEME, EDF, le groupe EDF. Au sein du groupe EDF, on va distinguer Easivia, qui va faire l'installation des bornes de recharge, donc des bornes V2G, et Drive, qui a déjà été mentionné dans une précédente présentation, qui va faire tout ce qui va être la brique technologique autour des services V2G. Dans le projet, il y avait à la fois l'installation de bornes de recharge, mais également une étude prospective. L'idée, c'était de simuler le réseau électrique occitan, français et européen, un peu comme ce qui a été fait par RTE avec les futurs énergétiques 2050, et de voir là-dessus l'impact d'une pénétration plus ou moins forte du V1G et du V2G, pour essayer un peu de quantifier en termes économiques, CO2, les gains qui pourraient être associés au déploiement de la technologie. Historiquement, le projet est lancé en juillet 2020. Si vous vous rappelez un petit peu où on en était il y a 2 ans à cette époque-là, c'était pas le meilleur moment pour lancer un projet. On était en plein dans le Covid. Donc, on a mis un peu de temps à se mettre en œuvre, sachant que les bornes installées sont celles sur le protocole CHAdeMO.
Et donc, on est dépendant des ventes de véhicules électriques CHAdeMO, principalement les véhicules Nissan, INV200 et Nissan Leaf. Et en juin 2021, on a eu l'arrêt de la commercialisation du INV200 qui a mis un peu, on va dire, un coup d'arrêt à la capacité, on va dire, à la taille du nombre d'utilisateurs qu'on pouvait adresser. Éventuellement, on peut passer directement au slide d'après. Alors, je vous mets un exemple pour que vous voyez un petit peu sur une photo, c'est tout de suite beaucoup plus palpable. Ce qu'est une borne V2G aujourd'hui. Les bornes V2G qu'on a installées il y a quelques années étaient beaucoup plus grosses. Aujourd'hui, elles font, on pourrait quasiment ne pas les distinguer d'une borne standard. Elles sont faites conjointement avec ABB et elles disposent d'une puissance de 11 kW en charge et en décharge. Bon, le fait marquant, on va dire, de ce projet-là, et ce qui est un fait marquant, je pense, pour toute la filière du V2G, c'est une véritable brique technologique, enfin, un moment assez historique, je pense, la certification par RTE de la participation des véhicules électriques à la réserve primaire de fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le réglage de fréquence, notamment la réserve primaire, c'est le service système qui demande un temps de réponse le plus court possible. Donc, c'est celui, en termes techniques, qui va être le plus contraignant pour un agrégateur comme Drive. Une fois qu'on sait faire du réglage primaire de fréquence, on est armé pour faire à peu près tous les services de flexibilité qui pourraient nous être demandés par un RTE, par un Enedis. Donc, le fait que RTE valide la participation des véhicules électriques à ce service système, c'est une vraie avancée. Donc, vous avez le communiqué de presse, il est public, février 2022. Et je vous ai donné un petit exemple là que vous voyez. Au moment du déclenchement des ballons d'eau chaude pendant la nuit, c'est les véhicules électriques de Villeneuve-les-Avignon, là, à cet endroit-là, qui ont réinjecté, dans le réseau pour régler la fréquence. Ce qui pourrait être intéressant, on va dire, pour changer un petit peu éventuellement des autres présentations, c'est de voir ce qui se passe du point de vue de l'utilisateur. Parce que l'avantage du projet, c'est qu'on a des utilisateurs en conditions réelles qui continuent à les utiliser encore aujourd'hui et qui vont continuer à les utiliser pour les prochaines années et voir un peu comment ça se passe pour eux au jour le jour. L'idée, c'est que le véhicule to grid, ça marche si les véhicules sont stationnés pendant de longues périodes et si, au moment où ils sont stationnés, on peut s'assurer qu'ils soient branchés. Donc, ce qu'on demande aux utilisateurs, c'est d'avoir des véhicules, dès qu'ils rentrent, dès qu'ils sont stationnés, il faut qu'ils soient branchés. L'application Drive, qui est disponible sur le Play Store, il y a un mode démo, si vous voulez regarder, permet de prendre en compte les besoins utilisateurs de mobilité. Et donc, ça permet de dire, j'ai besoin à telle heure d'avoir X% de batterie pour mon besoin. Quand on a des flottes privées d'entreprises et de collectivités, généralement, les besoins de mobilité sont assez classiques. Donc, on va mettre un planning qui va être le même sur toutes les semaines, par exemple, avec des possibilités de changer de planning de semaine, mais ça ne permet pas d'y revenir tous les jours. Et l'idée, c'est juste de brancher son véhicule. Drive dispose du niveau de charge de la batterie, sait quand est-ce que le véhicule doit être rapporté, enfin doit être disponible, et va valoriser l'énergie disponible pendant ce temps-là. Si jamais il y a un besoin exceptionnel, il y a une fonction boost sur la borne qui permet de charger, et comme c'est de la charge à 11 kW, ça va assez vite. Du point de vue du gestionnaire de la flotte, alors j'ai ajouté ce côté-là, côté entreprise et collectivité. On a souvent un gestionnaire de flotte qui a besoin de savoir où en sont les bornes, où en sont les véhicules. Et c'est aussi intéressant d'avoir un suivi des économies financières et de CO2, ce qui est proposé dans le cadre de l'expérimentation. Alors, finalement, je vais aller assez vite. Je vous propose, dans les 2 prochains slides, de parler un petit peu de ce qu'est du dernier lot de l'étude, qui va être autour de l'étude prospective. Donc là, vous avez un exemple. Il y a une étude avec 50 slides comme celui-ci. Donc, je vous en ai mis qu'un seul, rassurez-vous. Il est assez barbare, mais on arrive à s'y retrouver. Il y a eu une cinquantaine d'années météo qui ont été compilées les unes sur les autres.
et on prend en compte à 2035, donc là on se place bien à 2035, même si on prend en compte une année météo plus ancienne. On prend en compte ce que ça, la production en 2035, il va y avoir beaucoup plus d'énergie renouvelable, un peu moins d'énergie pilotable, et on prend en compte des années météo passées. Donc là, vous avez une année météo 2002, et c'est les projections européennes sur le mix électrique à cet horizon-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va passer d'un pilotage de l'équilibre offre-demande du réseau électrique, où on pilotait essentiellement la production en fonction de la consommation, à un pilotage où il va falloir piloter un peu des deux. J'ai l'impression qu'on va désactiver mon micro. C'est réactivé, ok. On contrôlera moins la partie production parce qu'il va y avoir, on ne pourra pas contrôler le moment où il y aura du soleil, on ne pourra pas contrôler le moment où il y aura du vent. Mais on contrôlera plus facilement la partie consommation, et les véhicules électriques, c'est un des moyens les plus intéressants pour réaliser ceci. Si vous regardez l'étude Futur énergétique 2050, dans tous les scénarios, qu'il y ait du nucléaire ou que du renouvelable, il y a toujours 1,7 gigawatts de V2G. 1,7 gigawatts, c'est l'ordre de grandeur, c'est une tranche EPR, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Voilà, donc un exemple sur une semaine, ça permet de se rendre compte, on va dire, au pas de l'heure, de la demi-heure, de ce qui se passe réellement sur le réseau. Et ça permet ensuite de comprendre plus facilement ce que ça donne à l'échelle d'une année. Les raisonnements en moyenne, c'est compliqué sur ce genre d'études. Donc ce que vous pouvez voir, dans la partie du haut, on est allé regarder ce que donnait une recharge, on va dire, qu'on estime sans smart charging. Il va y avoir 60% de recharge naturelle. 60% de recharge naturelle, c'est 60% de personnes qui se rechargent en rentrant chez eux, au moment où ils rentrent chez eux. On se base là-dessus sur les études de l'ENTD pour, avec cette base de données, savoir à peu près, avoir une courbe pour savoir quand est-ce que les gens rentrent chez eux. 40% de recharge tarifaire, c'est 40% qui vont recharger en fonction d'un contrat heure-pleine heure-creuse, par exemple. Bon, voilà, ça c'est le scénario sans smart charging. En bas, c'est le scénario avec, à 2035, 40% de recharge naturelle, 40% de recharge tarifaire, auquel on va ajouter 17% de recharge en V1J. V1J, ça va être quelque chose qui va être non pas du heure-pleine heure-creuse, mais chargé vraiment au moment le mieux du point de vue du réseau, du point de vue du tarif spot de l'électricité. Et 3% de V2J. V2J, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que c'est. C'est la même chose que le V1J, ce qu'on va pouvoir se permettre de réinjecter. Ce qu'on voit, c'est que là-haut, on va avoir de l'écrêtement solaire en week-end. L'écrêtement solaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a de l'énergie bas carbone, de l'énergie gratuite, quasiment, en tout cas un coût marginal nul qui est gâché. Donc du point de vue écologique et du point de vue économique, c'est une perte. C'est un manque à gagner. Inversement, on a aux périodes de pointe, on a des moyens thermiques, des moyens de pointe. Alors à cet horizon-là, on ne sait pas encore si ça sera des batteries, si ça sera du power to gas, si ça sera du thermique décarboné. 2035, probablement du thermique quand même, qui va tourner. Et ce qu'on voit, c'est qu'en bas, en ajoutant une quantité qu'on estime raisonnable de smart charging et de V2G, on a cet écrêtement qui baisse et on a ces moyens de pointe qui baissent également. Je vous laisse passer au slide suivant. Merci beaucoup. L'idée, c'est, on est allé regarder ça, donc là, c'était pour vous donner un peu la méthodologie à l'échelle d'une semaine. Quand on somme tout ça, tous ces petits gains sur une année, et qu'on se concentre un peu sur la production thermique et sur les écrêtements, voilà ce que ça donne au niveau français et au niveau occitan. On est allé regarder ça en fonction de ce que je viens de vous dire, ce qu'on appelle le scénario tendanciel, c'est avec une quantité raisonnable de smart charging. On allait regarder aussi ce que ça donnait avec énormément de smart charging un peu pour voir la limite jusqu'où on pouvait aller. Concrètement, ce qu'on voit, c'est que on a quasiment un tiers de la production thermique et la production de pointe qui est abaissée avec une quantité raisonnable de smart charging, et 2 tiers avec, un peu moins de 2 tiers, avec énormément de smart charging. V1J et V2J, c'est complémentaire. Pareil sur les écrêtements.
et avec même des ordres de grandeur plus poussés. C'est du 50% avec un petit peu avec une quantité raisonnable et quasiment l'intégralité avec énormément de smart charging. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur l'année complète, on a un réseau électrique qui est moins carboné. On a moins d'écrêtement ENR, donc on a des ENR qui sont plus rentables, qui ont besoin de moins de subventions. Donc c'est un coût pour la collectivité, un coût pour un coût de l'énergie de façon générale qui baisse. Voilà. Tout ça, j'imagine que je ne vous apprends pas qu'il vaut mieux utiliser une batterie en train de rouler que d'acheter une batterie spécifique pour faire des services systèmes. Si on a une batterie disponible, c'est assez logique que d'un point de vue coût et impact CO2, ça soit plus intéressant. L'avantage, c'est qu'on a pu, avec ce projet-là, regarder un peu plus dans le détail ce que ça pouvait donner. Si on regarde le dernier slide maintenant, se projeter un petit peu, parce qu'en 2035, je vous ai montré des chiffres avec 3% de V2G. Il y a quand même des freins. Aujourd'hui, dans le projet Flexitanie, avec la 50aine de bornes que nous installons, on installe des bornes qui sont d'essai, qui sont en CHAdeMO. Et par ailleurs, on fait plutôt du véhicule to building. On arrive à faire quand même du réglage de fréquence, mais on va optimiser le talent de consommation du client. Aujourd'hui, la structure tarifaire ne permet pas une réinjection dans le réseau qui soit rentable pour l'utilisateur. Si on réinjecte dans le réseau, il va y avoir un phénomène de double tarification qui fait qu'il n'y a pas d'intérêt économique pour l'utilisateur de réinjecter. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas envie de faire perdre de l'argent à ceux qui utilisent la techno. Aujourd'hui, c'est ce que permet de montrer le petit schéma. La borne V2G, elle intègre un redresseur bidirectionnel. À partir du moment où on a cet onduleur bidirectionnel, on a un surcoût dans la borne par rapport à une borne standard. Ce qui est un peu bête, c'est que cet onduleur, il existe dans le véhicule nativement. C'est celui qui sert à faire la charge du véhicule et à faire la conversion pour le moteur. Et donc, l'idée dans le futur, c'est le V2G AC. Et bon, les interventions précédentes en ont mieux parlé que moi. On aura un surcoût de la techno qui sera beaucoup moins important avec l'arrivée du V2G AC. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va avoir la massification du marché et le déploiement de la technologie un peu partout. Voilà. Donc, c'est des travaux sur les protocoles de communication, des travaux sur l'avènement du V2G dans un premier temps combo, dans un second temps AC, qui vont aider à faire advenir la technologie pour tout le monde. Ce qu'on peut retenir, c'est que la région Occitanie a été la première des régions à subventionner et à aider cette technologie d'avenir, et qu'on a d'autres pays en Europe, par exemple le Royaume-Uni, qui ont choisi de mettre énormément d'argent sur la table. C'est grâce à des projets comme l'Occitanie que le groupe EDF a pu avancer sur ce genre de technologie. Merci, on va passer aux questions. Alors, il y a une question sur le slide 7. Réserve primaire de fréquence, cela signifie-t-il qu'on permettra aux véhicules électriques d'embarquer au sein de leur propre chargeur des fonctions de drop de fréquence, c'est-à-dire de pouvoir modifier automatiquement sa consigne de puissance active en fonction de la fréquence qu'il mesure localement, ou est-ce qu'on confiera cette décision à un superviseur en dehors du véhicule? Alors, on va dire le maintien de cette techno avec une borne intégrée dans le véhicule, c'est quelque chose qui pose question. Parce que j'ai en tête que les on-board chargers n'ont pas tous la capacité de fréquence mètre. Et donc, c'est pas gagné qu'on puisse le faire. C'est un vrai sujet pour savoir dans le V2G AC où sera la prise de décision entre la borne, le on-board charger et la supervision. Donc à ce stade, dans un on-board charger embarqué, je ne saurais pas répondre. Une question sur l'arrêt du... Enfin, en tout cas, en Europe, on favorise beaucoup moins le CHAdeMO ces derniers temps. Quel impact sur le déploiement du V2G?
Forcément, un impact assez mesurable. Hein. On a installé beaucoup de bornes au début du projet et on a du mal à trouver des nouveaux utilisateurs. On continue à avoir d'autres projets, que ce soit le projet EVE au niveau européen. Dans le projet, on va installer 800 chargeurs V2G à travers ce projet-là. C'est Drift qui s'en charge et on va installer initialement des bornes CHAdeMO puis ensuite des bornes CCS. Donc si vous avez des véhicules CHAdeMO, on est très intéressé. C'est un petit peu de pub, mais effectivement, on a du mal à trouver et on attend avec impatience les véhicules CHAdeMO. Une question sur le business model et le système tarifaire, du coup, qui est a priori voué à évoluer pour favoriser le V2G. Est-ce que vous voyez des choses arriver là-dessus? Alors, dans le cadre du projet, pour inciter l'utilisateur à brancher le véhicule, on donnait 20 € par mois à l'utilisateur s'il était branché suffisamment longtemps. Et évidemment, c'est quelque chose qui va être à revoir en fonction de un peu la valeur autour du service, en fonction du surcoût à l'installation du véhicule, à l'installation de la borne. Donc forcément, c'est dans la réflexion, ça fait partie des choses qu'on va instruire dans le projet, essayer de regarder le retour d'expérience avec les utilisateurs, un peu quel est le niveau d'incitation qui les intéresserait. Ce qu'il faut voir pour moi, c'est qu'il n'y a pas que du pilotage autour de la valeur économique. Il y a des personnes qui ont parlé du vieillissement de la batterie. Je pense qu'il peut y avoir, notamment dans le V1J, une valeur autour de ce service-là. Et le surcoût d'installation, vous l'avez évalué à quel niveau à peu près? Alors, le surcoût d'installation, c'est vrai que c'était indiqué dans les slides, mais que je suis passé rapidement dessus. 3 000 € par borne, c'était c'est le surcoût de la borne. Et donc, ça fait partie de la contribution majeure du projet, effectivement. C'est la région Occitanie qui finance ce surcoût pour les utilisateurs, sachant que c'est le surcoût uniquement sur la borne. Il y a aussi un surcoût forcément sur les travaux à côté. Il y a des protections un peu spécifiques. Et comme on n'a pas beaucoup de volume sur ces projets-là, il y a toujours un peu de surcoût. Globalement, l'ordre de grandeur de 3 000 €, c'est quand même celui qu'il faut garder en tête aujourd'hui. Un peu plus, mais pas beaucoup plus. D'accord. Donc le retour sur investissement est quand même relativement long si on est à 20 € par mois. Il est long, mais quand on a la région Occitanie ou l'Europe, dans le cadre du projet EVE, qui finance ce surcoût, il est immédiat. Oui, ok. Ensuite, une question sur le slide 12. Il y a un onduleur et redresseur dans votre système. Dans la borne ABB, il y a aujourd'hui, effectivement, c'est de la charge d'essai directement entre la batterie et la borne, donc il y a un onduleur redresseur dans le système. Contrairement à une borne classique où il y aurait un peu, en quelque sorte, c'est un gros interrupteur si on devait le schématiser, avec pas mal de communication autour, mais il n'y a pas d'électronique de puissance à proprement parler, contrairement à ce qu'il y a dans la borne V2G actuelle. Et ensuite, une question sur le déploiement actuel de bornes qui ne sont pas V2G. Est-ce que ce ne sera pas un frein au déploiement ultérieur du système V2G? Effectivement, on pourrait dire qu'on passe à côté de beaucoup de cas d'usage de personnes qui pourraient faire du V2G et qui sont déjà installées, qui ont déjà installé des bornes. Après, mine de rien, on va très vite, on sera à 7,3 millions de véhicules sur les routes d'après RTE en 2030, sur 36 à 39. Donc, si en 2030, la filière c'est suffisamment structuré, il restera quand même un certain nombre de personnes à adresser pour pouvoir installer ce type de chargeur. Il ne faut pas traîner, mais bon, il faut pas traîner quand même. Mais bon. Quand même, avec les chiffres de personnaliser un peu.
Et ensuite, une question sur les véhicules qui permettent du CCS bidirectionnel, a priori très haut de gamme. Est-ce que vous prévoyez que ça va se généraliser sur des véhicules moins haut de gamme? Je ne suis pas constructeur automobile, donc on discute avec les constructeurs automobiles. Je pense qu'il y a déjà eu des réponses dans le chat à ce sujet-là, sur Volkswagen notamment. Je pense que Renault travaille aussi sur le sujet. Donc oui, il y aura des véhicules qui le feront dans le futur. Après, dans l'histoire de l'automobile, les innovations technologiques sont toujours passées par le haut de gamme. Si vous regardez l'ABS, si vous regardez l'ESP. Et donc, c'est pas choquant que dans un premier temps, ces innovations passent par le haut de gamme et diffusent après. Et au niveau expérimentation, est-ce que c'est pas, vous y arrivez sans problème du coup, ou est-ce que c'est un frein justement le fait qu'il y ait quasiment que des véhicules haut de gamme actuellement? Aujourd'hui, comme on le fait avec des véhicules Nissan Leaf et INV 200, c'est des véhicules qui sont chers par rapport aux véhicules thermiques, mais qui, dans la gamme des véhicules électriques, ne sont pas proprement parlé haut de gamme. La Nissan Leaf est une berline un peu grande, donc si effectivement ça reste plus haut de gamme qu'une Renault Zoé, mais ça reste pour l'instant, ça reste faisable aussi. Le fait qu'il n'y ait plus d'INV 200, ça nous a mis un sacré coup quand même. Je l'ai indiqué dans la présentation. C'était vraiment le véhicule qui était très associé avec un cas d'usage où le véhicule était stationné la nuit et le week-end sur les parkings des utilisateurs. Merci beaucoup. Et je crois que la dernière question, on y a répondu. Ok, super. Merci beaucoup, Alexis, pour votre présentation et vos réponses très claires. Donc, l'heure tourne, hein, on va légèrement dépasser le timing initialement prévu, mais donc on a un dernier projet à vous proposer, à vous présenter. Donc, c'est le projet Groupé 4.0. Donc, je vais donner tout de suite la parole aux trois intervenants, donc Thomas Royer, Daniel Marin et Yves Mouroua, pour nous parler de ce dernier projet qui traite de véhicules to grid, notamment dans un cas d'usage résidentiel et en lien avec le smart building. Je vous laisse la parole. Très bien, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter l'entourage du projet dans les grandes lignes, puisque c'est nous qui avons le démonstrateur. Et le véhicule to grid, lui, fait partie d'une façon juste anecdotique, entre guillemets, mais importante quand même, du projet. C'est un projet qui travaille sur le modèle énergétique en général et qui s'appelle Groupe E4, comme on a pu le dire. Donc, Partenor, c'est un bailleur social. On est pilote du projet et on héberge le démonstrateur, comme on a pu le dire. Et nous apportons toute notre expertise sociale et nous portons aussi l'étude socio-technique. Après, donc, il y a Thomas et puis Daniel en face de moi, qui, eux, font partie des arts et métiers et qui ont toute la recherche sur la numérisation des flux énergétiques et la réalisation du jumeau numérique. On est aussi accompagné par EDF et Enedis. EDF qui apporte son expertise dans le V2J, dans la mise en place de l'ACC, l'autoconsommation collective, et qui est aussi responsable de l'équilibre de l'opération. Lui, il porte l'étude technico-économique pour définir le business model qui est lié à cette expérimentation. Donc, Enedis est là pour nous accompagner dans la mise en œuvre de l'autoconsommation collective et il nous apporte aussi l'ensemble des données énergétiques pour nourrir la modélisation. Vient aussi Cities, donc qui est un élément important puisque nous on l'a vu avec un service en autopartage qui pouvait être aussi un service qu'on a apporté envers les locataires de notre bâtiment, de notre résidence de logements sociaux et qui nous a mis à disposition donc une Nissan Leaf pour la mobilité électrique et l'autopartage. Et puis, on a aussi le Médé qui est là pour tout ce qui est communication et puis pour nous aider à porter le projet. On n'aurait pas pu le faire sans le soutien de l'Europe avec les fonds FEDER, du Fratri pour la région et puis l'ADEME.
Et tout ça, on s'inscrit aussi dans F3, on va voir un peu plus loin, qui est le développement de la troisième dimension industrielle sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la région, pardon, des Hauts-de-France. Si on peut passer à la slide suivante, juste un peu le démonstrateur. Donc, on est parti d'une opération qu'on est de sortir juste, puisque toute cette expérimentation se déroule entre 2020 et 2023, et ce bâtiment a été livré en 2020. Donc, c'est un ensemble mix qui comprend bureaux, logements, commerce. Donc, bureau avec notamment ce qui est à l'angle le siège de Parthénor, derrière les 50 logements en locatif, là, qui est vraiment le démonstrateur. On verra tout ça, c'est un ensemble où on va aller chercher de l'énergie dans les bureaux et le siège. Donc, autre bureau qui est une foncière qu'on a repris aussi toute une partie pour mettre en location, et les commerces qu'on a pu dire. Notre ambition, et puis aussi cette vitrine de notre savoir-faire de maître d'ouvrage, comme on le voulait, c'était aussi d'être avoir une haute performance énergétique sur cet ensemble immobilier et avoir le plus faible empreinte carbone possible. On est labellisé E2C1 sur cet ensemble. Et donc, on a essayé donc c'était au départ, on a déjà mis pas mal d'équipements de haute technologie, notamment en ENR, mais aussi dans la récupération des énergies fatales. L'énergie fatale qu'on peut retrouver dans les groupes froids ou les biens informatiques du siège. Tout ça, c'est bien sûr encadré par la gestion technique et le pilotage du bâtiment par un GTB GTC, et dans le but d'améliorer la qualité de vie et le confort des occupants. C'est la slide suivante. On vous a juste mis là donc un QR code que vous pouvez scanner et qui vous amènera sur un petit film qu'on a fait de vulgarisation qu'on essaye de diffuser au maximum sur les réseaux sociaux pour présenter ce projet avec l'autoconsommation collective, la mobilité électrique et la borne bidirectionnelle en stockage. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme on a pu le dire, on est vraiment dans essayer de rassembler l'ensemble des compétences universitaires et entreprises pour créer une synergie d'équipe autour des mobilités décarbonée, autour de la production d'énergie locale et de son stockage. C'était ces éléments qu'on a ramenés dans le projet, puisque ça a été dans un deuxième temps avec l'ENSAM. Ça venait vraiment compléter l'ensemble des différents piliers, des différentes thématiques de REF 3, comme on peut voir sur la slide en bas à gauche. Et vraiment s'inscrire pleinement dans cette dynamique de la troisième révolution industrielle. Donc, comme en slide suivant, on peut voir, hein, parce que là, on répète, on est vraiment les objectifs principaux de cette recherche qu'on a menée et qu'on a accueillie ici dans notre démonstrateur. C'est vraiment de trouver des nouveaux services dans la mobilité électrique via l'autopartage pour nos différents résidents. Mais c'est aussi de mettre en place un système de pilotage intelligent d'une bande de recharge bidirectionnelle en intégrant le V2J comme acteur de l'opération d'ACC. C'est ça aussi, c'était toute cette autoconsommation collective qu'on voulait mettre en parallèle et où V2J venait nous compléter et bien ainsi répondre à nos attentes. Slide suivante. Donc, tout ça, on est bien dans un écosystème avec au centre l'autopartage et l'autoconsommation collective, que l'on vient conforter avec une étude sociotechnique et une étude d'analyse économique pour définir un business model et savoir la reproductibilité de tout ça. Je vais passer donc la parole à l'ENSAM, à Daniel et puis à Thomas pour là vraiment rentrer dans ce qu'on discute aujourd'hui depuis pas mal de temps, depuis ce matin, sur le véhicule automobile. Slide suivante, s'il vous plaît.
Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Roilet, ingénieur d'études au sein d'un laboratoire qui s'appelle le L2EP, basé à Lille, aux arts et métiers. On est partenaire recherche donc, de ce projet groupé dans lequel la mission principale de notre recherche avec Daniel Marin, qui s'exprimera juste après moi, c'est de construire et de tester un jumeau numérique qui sera l'image du bâtiment démonstrateur qui vous a été présenté juste avant. Alors, on voit sur la photo de gauche le véhicule, sa borne et son emplacement dans le parking souterrain des logements, de l'immeuble de logement, avec le service d'autopartage opéré par Cities et la borne V2J qui a été installée pour alimenter en charge ou en décharge ce véhicule. Et ce même véhicule nous sert aussi, nous, sur la photo de droite, au sein d'une maquette V2J qui est installée sur notre plateforme PM Lab au sein du campus Arts et Métiers, mais en extérieur. On voit un petit peu tout le matériel qui est à disposition, dont en premier plan à droite, sous le local cogénération, la borne V2J qui est d'une borne ABB qui a été fournie par Drève. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, numériser un démonstrateur échelle 1 de ce bâtiment, il a fallu prendre en compte une production photovoltaïque qui est en toiture de ce bâtiment, un service d'autopartage avec un véhicule électrique opéré par Cities, une borne bidirectionnelle, une consommation des parties communes, mais aussi une consommation des appartements et des gens qui vont participer à l'opération d'autoconsommation collective sur cet îlot de logement. Mais en même temps, prenant en compte les usages et la partie coût des systèmes, c'est ce qui a été présenté par le slide de Parthénor et M. Yves Mouroy, où on avait la partie études socio-techniques, donc comportementales et économiques, qui était présentée. Slide suivant. Donc nous, pour construire un jumeau numérique, on fonctionne par 4 étapes symboliques. Une étape de récolte des données de consommation et de fonctionnement des bâtiments. Et donc, toutes ces datas sont opérées fournies par les quatre partenaires. On construit ensuite des modèles de production renouvelable type photovoltaïque, le modèle du service d'autopartage, le modèle de consommation des logements, le modèle de roulage du véhicule, parce que charger une voiture, après, il faut la décharger en roulant avec notamment, et puis les coûts et les impacts environnementaux qui peuvent être chiffrés. Enfin, on assemble ces différents modèles pour construire ce qu'on appelle un jumeau numérique qui va représenter l'opération d'autoconsommation collective, le fameux ACC, l'opération de véhicule to grid, V2J, sur cet îlot qui s'appelle l'îlot Cinsault en plein cœur de l'île, avec différents cas d'usage qui seront testés. 7 cas ou 7 scénarios sont en train d'être testés actuellement. Et donc, c'est la phase finale, jouer ces scénarios et produire des données de sortie qui seront des comparaisons de résultats, que ce soit économiques, environnementaux ou prospectifs sur le déploiement à plus grande échelle d'un ou de plusieurs services, dans ce cas particulier, de locataires du logement social. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, les composants du jumeau numérique, un peu plus synthétiquement, on voit donc sur la gauche, on a sur ce bâtiment de logement 2 espaces communs sur lesquels on a le service d'ascenseur, d'éclairage et de ventilation, principalement, qui a son propre compteur de consommation. Sur ces espaces communs, on a l'injection en autoconsommation locale de la partie production photovoltaïque. Ensuite, en dessous, on a le service de V2J, qui est une borne dédiée, raccordée au réseau, et donc avec son compteur Linky dédié. Et à droite, on a tous les logements avec chacun leur compteur qui entrent ou sortent de l'opération d'autoconsommation collective, avec sur le dessus en flouté le réseau basse tension et le réseau de distribution, qui n'est pas notre objet de modèle, mais c'est plutôt l'extérieur qu'on a représenté ici. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, je vais passer la parole à Daniel Marin, qui va maintenant présenter le jumeau numérique et un focus sur le modèle V2J. C'est à toi, Daniel. Oui, bonjour. Bonjour à tous. En fait, ici, je vous présente la partie interface aux machines de notre simulation. C'est un jumeau numérique qui intègre tous les composants, tous les briques de notre démonstrateur. Si on regarde à gauche, nous avons le brick Parthénor Habitat qui intègre toutes les données d'entrée de notre jumeau numérique. Ce sont des données fournies par tous les partenaires. Nous avons créé des bases de données qui servent à alimenter notre simulation dynamique.
La partie centrale, c'est la partie modélisation de la voiture électrique. C'est ce modèle de voiture électrique avec son chaîne de traction, intégrant la partie moteur plus la partie batterie et bien sûr le BMS. Nous avons aussi la partie droite, encore deux blocs importants. C'est la partie modèle en V2J, c'est le modèle de la borne, que je peux vous détailler après un petit peu, et aussi la partie bloc d'analyse et des calculs qui sortent des données de notre scénario. C'est une simulation dynamique de notre démonstrateur au pas à la seconde pendant une année complète. Ça veut dire qu'on travaille avec des données dynamiques récupérées en réel, c'est des données réelles, et tous ces jugements numériques qui vont permettre après de simuler les différents scénarios d'exploitation de notre démonstrateur. Slide suivante, OK. Si je me concentre sur la partie borne bidirectionnelle, nous avons pris en compte aussi la partie communication entre la borne et la voiture à travers au BMS, c'est Battery Management System, c'est le système de management de la batterie. Ici, j'ai une petite animation si vous passez le slide d'après. Nous avons ajouté dans ce modèle-là, dans notre simulation, nous avons pris en compte tous les paramètres de réglage de la borne en V2J, identiques comme en réalité, et toutes les fonctionnalités réelles de la borne de rêve, inclusive, si vous ajoutez, bon, OK, inclusive la partie paramètres qui vient de l'application mobile de Drive, l'interface mobile de Drive. Au niveau des paramètres qu'on peut jouer, ici, c'est la partie on-off côté grid, ça veut dire on-off service de V2J. On peut définir aussi, on peut paramétrer les limites maximales et minimales de charge de la voiture en fonction, en fonction de l'usage et bien sûr d'augmenter le taux de consommation de notre centrale photovoltaïque. Nous avons aussi les paramétrages sur la partie horaire, heure de charge, décharge, et bien sûr sur la partie puissance des charges et des décharges. Bon, prochain slide, s'il vous plaît. Bon, en fait, pour bien décrire, pour bien voir, pour bien tester, vérifier notre système en V2J, nous avons proposé plusieurs scénarios d'exploitation. Une, je vous présente ici. Ici, je vous présente un scénario, c'est les résultats des simulations qui sont en corrélation avec des données réelles qui viennent de Drive, des données mesurées. Entre des différents profils de charge et décharge. Ici, je vous présente un scénario qui permet, par exemple, de décharger dans les soirs à 10 kW, parce que c'est une borne au max 11 kW. C'est déchargé entre 18h et 20h, en fait, pour gommer la pointe électrique de notre bâtiment. En fait, vous constatez bien qu'on fait un peu de support de réseau dans ce cas-là. Ensuite, nous chargeons la nuit avec 11 kW pendant 2 heures pour charger la voiture parce que la voiture il peut être utilisée le lendemain. Et ça, c'est fait en concordance, en lien avec l'utilisation de la voiture qui était prise en compte grâce aux études sociotechniques. Et ensuite, à la fin, on peut dire que si c'est nécessaire, on peut faire aussi une charge à midi de la voiture pour bénéficier de la production photovoltaïque existante sur le site et bien sûr pour augmenter les taux d'autoconsommation de notre centrale photovoltaïque. On constate aussi une très bonne corrélation entre les données simulées et les données mesurées sur le site. Et si on peut regarder un peu en détail, les courbes bleues et rouges qui sont en haut, c'est les courbes de la state of charge, c'est l'évolution du niveau de la batterie. Et qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous voyez en bas, c'est la courbe verte et magenta, c'est les courbes
sortent de la simulation et la partie mesurée réelle. Ça, c'est la partie puissance. Pour conclure ici, si on voit la comparaison entre les modèles V2G en simulation et les mesures réelles, on constate un écart de puissance inférieur à 0,5%, une écart en énergie inférieur à 2%. Ce type d'écart existe en lien avec le pas d'échantillonnage, la vitesse de récupération de données et les erreurs de mesure. Bon, prochain slide, s'il vous plaît. OK. Comme vous avez vu, notre jugement numérique était valide. Ça veut dire que la partie simulation dynamique existant dans notre simulateur, il tourne exactement comme le système réel. On peut jouer, en ce cas, on peut jouer les scénarios selon l'intérêt du partenaire. Nous avons aussi fait une modélisation qui est un peu différente comme celui-là. Ça, c'est une modélisation dynamique énergétique. Nous avons fait aussi une modélisation de vérifier l'impact de la V2G, en fait, la borne, inclusive la voiture, côté réseau électrique. Nous sommes aussi capables de faire des chiffrages de services réseau, comme les contrôles en tension, contrôles en puissance réactive et support en fréquence. Slide suivant, s'il vous plaît. Bon, juste pour ne pas entrer trop en détail, ici, je vous présente la partie support en fréquence réalisée par notre laboratoire, c'est une simulation dynamique au pas à la microseconde. Je ne présente pas en détail la partie théorique. En fait, c'est une drop de fréquence. Une drop de fréquence, ça consiste en changement. On peut changer la puissance de référence de notre convertisseur en lien avec la communication avec BMS, avec la voiture. En changement les consignes de la puissance en fonction de la variation de la fréquence de côté réseau. Ici, c'est une simulation. À droite, c'est la partie implémentation dans la simulation. Et nous avons intégré toute cette loi de contrôle de commande de convertisseur dans notre simulation. Comme vous pouvez voir aussi le côté gauche sur la partie théorique, on voit aussi l'effet de compensation de notre réseau grâce au groupe de fréquences. Prochaine slide, OK. Bon, toute cette partie-là, il est intégré et simulé dans notre modèle de simulation en prenant en compte un réseau faible parce qu'en fait, il faut qu'on voit l'effet vraiment sur la partie simulation. Bien sûr, c'est une simple simulation avec une seule voiture, une seule borne de relative faible puissance. Bien sûr qu'on ne peut pas imaginer vraiment qu'on fait ça en pratique. On ne peut pas compenser la fréquence du réseau avec une simple borne de 11 kW, mais cette simulation-là, il permet de valider les concepts et aussi valider le principe pour l'avenir, parce que si on considère qu'on peut avoir des milliers de voitures qui ont cette fonctionnalité-là, on peut faire vraiment la partie régulation de la fréquence de réseau et support fréquence réseau. Bien sûr, dans notre simulation, nous avons considéré inclusive la simulation de la batterie de la voiture et simulation côté réseau et bien sûr toute la partie simulation et système de contrôle commande de la borne en V2G. Bon, je vous remercie pour votre attention et next slide. OK. Ici, vous avez aussi un petit QR code qui présente notre pitch vidéo réalisé à Lille au niveau de L2OP, juste pour voir plus d'informations, pour avoir plus d'informations concernant notre projet. Merci beaucoup et j'attends votre question. Merci beaucoup à tous les deux. Désolée, du coup, c'est vrai que c'était voilà, la dernière intervention, c'est pas toujours la plus facile. Le programme était bien chargé. En tout cas, merci à tous les trois pour la présentation de ce projet qui est très intéressant et très complet. Je ne vois pas de questions dans le chat.
Dans tous les cas, c'est valable pour l'ensemble des participants, hein. N'hésitez pas à revenir vers chaque référent des 4 pôles dont on vous a parlé pour éventuellement avoir plus d'informations sur l'un ou l'autre des projets. On pourra éventuellement vous mettre aussi en relation avec les différents intervenants le cas échéant. Et si, donc, comme je vous l'ai dit, les supports vous seront transmis. Et donc, puisque la session était enregistrée, un replay sera également disponible sous peu. Donc, vous aurez toutes les informations par mail. Voilà, donc je remercie encore l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup. Merci aussi, donc mes collègues des autres pôles se joignent à moi également pour tous vous remercier. Merci à l'ensemble des participants. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.